L'échiquier international, bienvenue à vous. Chronique non exhaustive palestinienne du jour. L'armée d'occupation assassinée froidement un enfant de 14 ans à l'entrée d'Azeria, près d'Al-Quds, son nom, Wadia Awisset. La marine sioniste, d'un autre côté, bombarde un convoi d'aide humanitaire se dirigeant vers le nord de Gaza. Le reste de l'aide est empêché de pénétrer au sein de l'enclave, tandis que d'autres bombardements visent simultanément les bureaux de l'ONG belge Ennabel, un acte condamnable par les autorités belges. Également, une photo fait sensation sur la toile qu'on a préféré ne pas montrer. Photo prise dans le quartier El Rimel, publiée par un soldat sioniste, montrant un Palestinien dénudé, assis sur une chaise, ayant subi des tortures au vu des blessures qu'il a sur le corps. Au même moment, des familles déplacées, toujours à Gaza, collectent de l'eau de mer pour cuisiner, se laver et même boire, car l'eau potable est devenue rareté. Plus à l'est, à Der el-Bala, à main nue, les habitants tentent de récupérer les victimes des frappes sionistes de la nuit dernière à Der el-Ham. Non loin de là, Khan Younes, de violents combats ont lieu entre l'armée sioniste et la résistance. À Hébron, en Cisjordanie, occupé, plusieurs maisons détruites appartenant à des familles. Ailleurs, à Bruxelles, la Fédération internationale de journalistes et le syndicat des journalistes palestiniens ont organisé dans la journée un sit-in à Bruxelles pour protester contre le ciblage délibéré des journalistes à Gaza par les sionistes. Roger Waters, le leader de Pink Floyd, ainsi que la célèbre chanteuse britannique Annie Lennox, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza durant l'hommage à Sinéad O'Connor au cours de la cérémonie des Grammy Awards. C'était hier. Le bilan palestinien, on le rappelle, après 4 mois de combat, est inconnu, même si on avance officiellement le chiffre de 28 000 morts à peu près, dont la plupart des femmes et des enfants. On en parle tout de suite, juste après le jingle. Alors, pour parler de tout ça, ainsi que d'autres sujets, j'ai le plaisir de recevoir Abed Sharaf, journaliste, écrivain, chroniqueur. Monsieur Abed Sharaf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Alors, monsieur Abed Sharaf, après 4 mois de bombardement, quel est votre premier commentaire qui vous traverse l'esprit? On sait que vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup de chroniques concernant ce qui se passe à Gaza. Le premier mot, la première expression qui vous vient à l'esprit? Après 4 mois, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est plié. Quelque chose qui a fondamentalement changé, c'est l'image des Palestiniens, l'image d'Israël. Les Israéliens ont vécu depuis la Seconde Guerre mondiale sur la rente de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ce sont les Palestiniens qui ont la sympathie de l'opinion mondiale. Il reste un élément. Israël et ses soutiens contrôlent toujours les réseaux de pouvoir, les réseaux d'argent et les réseaux de décision dans les pays occidentaux. Alors que l'opinion publique, dans tous les pays du monde, y compris dans les pays occidentaux, l'opinion publique a basculé du côté palestinien. Ça, c'est un acquis, c'est définitif. Donc, maintenant, ça, il faut le transformer en faveur des Palestiniens. Et ce n'est pas encore gagné. Alors, il y a autre chose qui a changé. Peut-être on avait l'habitude que l'entité sioniste contrôle le narratif de la guerre, la communication. Pour une fois, elle semble perdre la guerre des images avec une série de fake news, de flops inimaginables quand on connaît le savoir de l'entité sioniste et sa maîtrise des outils de la technologie et de la communication. Ça aussi, c'est une époque qui est finie. Le contrôle du narratif, le contrôle du récit de ce qui se passe, c'est fini. Il a échappé aux Israéliens pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est les réseaux sociaux. 2, c'est la cause elle-même. La cause israélienne n'est plus défendable. Avant, ils pouvaient toujours naviguer, surfer, mentir, etc. Et ils pouvaient gagner. Là, ce n'est plus possible. Il y a ensuite un fait nouveau, c'est l'éruption de nouvelles générations dans le monde qui ne sont pas marquées par la Seconde Guerre mondiale, par la guerre froide, par un héritage du XXe siècle.
Ce sont des générations qui sont nées au tournant du siècle. Donc, leur mode, ces générations sont nées avec l'Internet. Il faut se rendre compte que quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est quelqu'un qui est devenu adulte. En devenant adulte, il avait un portable, un smartphone, il avait l'Internet. Donc, tout ce monde-là ne reçoit plus les récits de la même manière qu'avant. Alors, il y a autre chose, hein. On se rappelle de cette, je ne sais pas comment on pourrait formuler la chose, mais une fake news mirobolante qui a été diffusée d'ailleurs par les médias occidentaux, ce fameux massacre des 40 bébés au sein des colonies sionistes qu'on aurait mis dont on aurait accusé les membres de la résistance palestinienne d'avoir fait. Et on sait aujourd'hui, par le journal Haaretz, que c'est une fake news. Ça nous rappelle la fameuse affaire des bébés couveuses des soldats irakiens dans les années 90. Vous savez, il y a une expertise. Sur ce terrain, il y a une véritable expertise. Bon, ça concerne un petit monde qui est le nôtre, celui des communicants. Au début d'un conflit, on crée un événement pour ne pas parler de l'événement lui-même qui est le conflit. La fameuse l'affaire dans l'affaire de... Voilà. Et donc les Israéliens ont créé 1, 2, 3, 4 histoires qui ont fait oublier le reste. Et là, il faut dire qu'au départ, c'était un succès. Parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est quoi? C'est que les Palestiniens ont attaqué des installations militaires israéliennes, des casernes fortifiées, des centres de commandement importants, des centres de services de renseignement importants. Et ça a été une attaque massive et réussie. Il y a eu, mon estimation personnelle, 600 à 700 militaires, policiers, agents du renseignement, civils, armés, etc., israéliens qui ont été tués dans cette attaque. C'est énorme pour les Israéliens. Le deuxième élément, c'est l'écroulement du système défensif israélien. On nous a dit, ça fait des décennies qu'on nous dit que les Israéliens ont un système défensif qui est totalement infranchissable. Il a suffi que des gens qui soient un peu inventifs, qui s'organisent bien, le détruisent comme ils l'ont fait. Il y a aussi cette incapacité à réagir rapidement. Et puis, on sait aujourd'hui que une partie des civils israéliens qui sont morts dans l'attaque du 7 octobre ont été tués par l'armée israélienne, par les policiers israéliens, par les miliciens israéliens. Délibérément, la fameuse doctrine Hannibal, où on considère qu'un otage tombé au sein de l'ennemi est un otage mort pour ne pas avoir négocié. Peu importe. Quand les Israéliens se défendent mal, quand il y a une caserne, il y a un centre de commandement régional qui a été attaqué par les Palestiniens et qui a été pris d'assaut. Les Israéliens ne peuvent pas admettre ça. Comment vous l'expliquez? Que la fameuse super armée sioniste qui rendait tout le monde complètement empli de frayeur et qui était imprenable avec des moyens de technologie de pointe, comme ça, il y a un mythe qui est tombé. Comment vous l'expliquez? Il y a beaucoup de facteurs qui ont été avancés. Moi, je vais insister sur un facteur. Pour la première fois, les Palestiniens ont fait preuve d'une capacité d'organisation qu'on n'a pas connue dans la région depuis très très longtemps. Ils ont été capables de monter une opération. Vous vous rendez compte, c'est une opération qui a concerné à peu près 1500 hommes. Les militaires palestiniens qui ont attaqué, qui ont participé à l'attaque. À peu près 1500. Au même moment. Au même moment. 1500 personnes, il n'y a pas eu de fuite. Aucune fuite. Ils ont pu lancer leur opération de manière concertée, coordonnée, exactement comme ils l'avaient prévu. Il y a une seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est l'écroulement du système de défense israélien. Aussi facilement. Ils étaient surpris. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Quand ils ont attaqué, en face, il y avait un vide. Le résultat, c'est qu'il y a eu des civils palestiniens de Gaza
ils se sont dit, il n'y a rien en face. Ils sont entrés à Gaza comme des civils, comme une espèce d'émeute, etc. Ça, c'est pas prévu. Et donc, je reviens à ce que le point essentiel, c'est la capacité d'organisation des Palestiniens. Une opération de cette manière, on va dire, on demandera peut-être aux militaires qui peuvent nous dire, ça demande, à mon avis, 2 années d'organisation. Vous imaginez, 2 années d'organisation, on achète les équipements, on fabrique les équipements, on creuse les tunnels, on prépare les stocks, on forme les hommes. Il faut former les hommes qui ont mené cette opération. Et on s'entraîne, c'est-à-dire au quotidien. Et tout ça, on forme. Il n'y a pas eu de fuite. Ça, c'est extraordinaire et donc, à mon avis, c'est la grande nouveauté dans cette histoire. Et la communication israélienne a créé d'autres événements, les bébés, les fake news, fake news, pour qu'on évite de parler de ça. Mais avec la complicité évidemment des Occidentaux, parce que moi j'ai écrit un truc, les Palestiniens se sont équipés pour filmer ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire d'emblée, ils pensaient déjà à la stratégie de communication sur un deuxième temps. Ils avaient vraiment 10 longueurs d'avance. Ils ont filmé pour pouvoir se défendre ensuite. Et aujourd'hui, enfin, après l'attaque, les Israéliens disent que sur les vidéos trouvées, sur les caméras les Palestiniens, on a trouvé des images de viol, c'est-à-dire les Palestiniens. Ils ont mis tout ce temps, toute cette énergie, tout cet effort pour organiser leur attaque, et ensuite ils vont se filmer en train de violer des Israéliennes et ils laissent les images... les traces. Voilà, c'est absurde, mais bon. Donc en soi, c'est une victoire. La victoire d'avoir traversé la muraille de sécurité sioniste. Deuxième victoire, c'est de remettre en avant la question palestinienne. La question palestinienne au niveau mondial. Réinstaller la question palestinienne au cœur de l'actualité. C'est ça la grande victoire. Si vous voulez, il faut toujours reconsidérer les choses. Une action militaire, il faut voir le contenu politique. C'est une belle opération militaire, extraordinaire. Mais le contenu politique, c'est ça le plus important. Les médias occidentaux veulent justement désubstantialiser cette attaque en disant que c'est juste le Hamas, alors que c'est éminemment de la politique. C'est remettre la question palestinienne à l'ordre mondial du jour, parce que tout le monde parle de la question palestinienne. Pendant des années, elle était peu à peu complètement évincée. On n'en parlait plus. Les Israéliens et les Occidentaux qui leur sont acquis ont installé une série de formules, une série de mots, un vocabulaire précis autour de l'opération. Par exemple, durant le premier mois, quand on interviewait quelqu'un en Europe ou là, on menaçait les gens. Est-ce que tu dénonces le Hamas? Est-ce que vous condamnez ou pas? Condamné ou pas? Condamné. Est-ce que c'est terroriste ou pas? Il y avait les mots. Ensuite, on dit jusqu'à aujourd'hui, la guerre Hamas-Israël. Ce n'est pas Hamas-Israël. D'abord, il y avait d'autres organisations palestiniennes qui ont participé à l'attaque. Donc, ce n'est pas Hamas. Il y avait le djihad islamique. Moi, je vois les choses comme étant une opération de la résistance palestinienne. Mais eux, ils installent ce vocabulaire pour dire, enfin, ils ont des objectifs et ils réussissent. Jusqu'à un certain point, ils ont maîtrisé le vocabulaire, mais ensuite, ça n'était plus possible de tout maîtriser. Mais c'est un lexique vanté, en tout cas proposé par Netanyahou, puisqu'en disant que c'est le Hamas qui a commis des actes. Qui dit Hamas dit terroriste, qui dit terroriste dit des extrémistes, et les extrémistes en Europe seraient une menace éventuelle. Donc finalement, Netanyahou dit que on a les mêmes ennemis, vous les Occidentaux et nous les sionistes, donc essayons de conjuguer nos forces ensemble pour lutter contre la Palestine. C'est ça au fond peut-être la stratégie. Oui, mais eux, ils ont une stratégie. Mais ça dépend toujours du public qu'on cible. Les Israéliens ciblent d'abord leur propre public et ensuite le public occidental. Quand vous dites leur propre public, c'est la communauté juive installée. C'est les Israéliens et les Juifs à l'étranger sont généralement acquis, organisés en réseau, structurés, etc. Bien sûr. Et puis, c'est l'opinion occidentale et notamment l'opinion américaine. C'est ça qui est important pour eux. Maintenant, pour les autres, et ça, c'est la grande faiblesse.
C'est la grande faiblesse de ceux qui soutiennent les Palestiniens. Quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, qui pouvait présenter une image différente des Palestiniens aux yeux de l'opinion occidentale? Il y avait la chaîne Jazeera qui a joué un rôle, Jazeera English, bon, parce que c'est en anglais. Mais pour le reste, l'opinion occidentale est livrée à des médias pro-israéliens. C'est après des semaines et des semaines qu'il a été possible un petit peu, à travers les réseaux sociaux, à travers certains dirigeants politiques, à travers certains intellectuels, de changer l'opinion. Il y a peut-être un changement, puisqu'on voit un contraste important entre les gouvernements, ou les gouvernements occidentaux et la rue. On a vu, par exemple, aux États-Unis, 600, 700 manifestations pro-palestiniennes. Même les grandes universités, les fameuses Ivy League, ont été traversées par des mouvements pro-palestiniens jusqu'à faire interroger les présidents de ces universités. Donc, il y a eu un mouvement de fond qui s'est passé en Occident, aux États-Unis. C'est inédit. Ce mouvement de fond, malheureusement, ce n'est pas nous, ce n'est pas les gens du Sud, ce n'est pas les soutiens des Palestiniens qui sont... L'Algérie soutient les Palestiniens. Mais nous n'avons aucune influence sur l'opinion internationale. Non, mais les images, peut-être filmées, justement, vous le disiez tout à l'heure, les images de la résistance palestinienne qu'on a diffusées à travers les réseaux sociaux. Les acteurs qui ont réussi à influer, on les connaît. C'est-à-dire ils étaient les gens qui étaient sur place, qui ont pu filmer, qui ont pu diffuser. Mais ceux qui soutiennent les Palestiniens en Europe ou là, dans le monde arabe, ou là, leur impact pour changer l'opinion est nul. Et en plus, nous, pour dire les choses clairement, je vous en prie. Nous sommes dans l'entre-soi, nous soutenons les Palestiniens. Nous discutons, nous faisons une déclaration et on est satisfait de nous-mêmes. Mais l'impact de ça, c'est quoi? L'opinion occidentale et les réseaux de décision occidentaux qui font la décision et qui font la décision politique internationale. Ces réseaux, nous n'avons aucun impact sur eux. Aucune emprise. Aucune emprise. C'est-à-dire on s'est enfermé dans une espèce de confort comme ça, de dénonciation, mais sans plus. C'est pas efficace. Ce que nous faisons n'est pas efficace. De ce point de vue-là, les Israéliens sont beaucoup plus efficaces. Leurs réseaux sont plus efficaces. La cause qu'ils défendent, elle n'est plus défendue par personne dans le monde. Quand vous prenez les dirigeants occidentaux, Macron, Biden, etc., tout le monde dit que l'occupation est intolérable, que les colons israéliens, c'est intolérable, officieusement, mais officiellement, ils se tiennent vent debout. Non, publiquement. Macron a dit, Biden a dit, il est pour la solution à 2 États. Mais il ne va pas toucher à un cheveu des Israéliens pour imposer la solution à 2 États. Donc, les réseaux de décision sont encore de l'autre côté. Alors peut-être que aussi il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans l'équation. L'Afrique du Sud avec la plainte à la CIJ, c'était inédit. C'est formidable, mais c'est le symbole Mandela. L'héritage Mandela, le spectre Mandela est encore là. C'est l'héritage Mandela, c'est le symbole Mandela. L'Afrique du Sud, elle ne pèse pas. Sur le plan économique, c'est quoi? C'est même pas 0,5% du PIB mondial. Sur le plan militaire, elle n'a pas d'impact militaire. Et surtout, on ne peut pas l'accuser de raciste. Mais ce qu'ils ont fait est formidable parce ils portent le symbole Mandela. Et tout à l'heure, en parlant des mots, il faut rappeler, les Israéliens et les Occidentaux utilisent le mot terrorisme tout le temps. Et c'est terroriste, donc c'est condamnable, etc. Ça, c'est leur regard à eux. Et ce n'est même pas leur regard, c'est leur propagande à eux qui continue à marcher auprès d'un certain public. Mais pour nous, Anna, l'homme qui m'a permis d'être indépendant, Mustafa Ben Boulaïd, a été qualifié de terroriste. C'est Mohamed Bougara, mon ami personnel, l'Akhdar Bourga'a, était qualifié de terroriste. Donc, quand un Israélien ou un Français ou il dit Hamas, c'est des terroristes. Mais je m'en fous complètement de ce qu'il dit, parce que moi, je sais qui ils ont appelé comme terroristes. Ben Mehdi, Hussein Ahmed, tous ces géants, Mandela et Arafat. Vous savez que
c'est quelqu'un qui me l'a appris très récemment. Nelson Mandela, le nom de Nelson Mandela a été supprimé de la liste des terroristes en 2008 aux États-Unis. Seulement. En 2008. Donc si Mandela, Aït Ahmed, Yasser Arafat, Moustapha Ben Boulid étaient des terroristes. Mais c'est mon monde à moi. Justement, Abdel Chalef, Mandela, après sa libération, lors d'une interview à une télé américaine, il y a un journaliste qui lui pose la question. Il lui a dit justement, pourquoi vous vous approchez de Yasser Arafat, c'est un terroriste. Et Mandela qui prend la parole, il lui répond, il lui dit, il faut vous mettre dans la tête, vous les Occidentaux, qu'on n'a pas les mêmes ennemis. Vous avez votre propre paradigme, on a le nôtre. Oui, mais ça, malheureusement, nous n'avons pas les instruments nécessaires pour pouvoir le dire à un public occidental. Parce que nous n'avons pas les instruments. On n'est pas outillés. Nous ne savons pas nous adresser à un public occidental pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons, la nature de nos systèmes politiques, notre système médiatique qui est extrêmement faible, etc. Qui ne s'exporte pas assez. Ça, c'est de vraies questions. Ça, c'est pour être fort, pour soutenir les Palestiniens, il faut être fort, il faut être puissant. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser son narratif et l'exporter. Et pour être puissant, il faut avoir les instruments de la puissance. Dans le monde moderne, la communication, les instruments de la communication constituent un outil essentiel de puissance. Chouf Qatar. C'est quoi Qatar? En termes de population, de puissance militaire, de PIB, même de puissance commerciale. C'est un confetti. C'est rien du tout. Enfin, mais ils ont eu le coup de génie de créer Al Jazeera. Al Jazeera, c'est plus fort, c'est devenu plus puissant que la plupart des armées arabes aujourd'hui. NBC, ouais, même les autres. C'est plus puissant que la plupart des armées arabes. Voilà un outil de puissance. Donc, c'est ça la leçon. Alors, Abed Chalef, dernière question. Comment vous voyez les futures semaines? Est-ce qu'on sait qu'Anthony Blinken compte faire une énième tournée au Moyen-Orient et qu'on a d'ailleurs rencontré Mahmoud Abbas dans 2-3 jours? Alors, officiellement, c'est pour une trêve et pour parler des besoins de la population palestinienne, officiellement. Mais comment vous voyez? Est-ce qu'on est proche d'une trêve? Comment vous voyez les prochaines semaines? Là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on peut pas tout dire. Il faut prendre un angle et ce que font les Israéliens aujourd'hui. À mon avis, leur objectif, c'est 3-4 points. Un, c'est détruire Gaza, raser Gaza, pour dire aux Palestiniens, la résistance, voilà ce que vous ramène la résistance. C'est la destruction. Ils veulent, s'ils pouvaient, à la fin, ils vont faire l'équivalent d'une bombe atomique. Le résultat sur Gaza, c'est l'équivalent d'une bombe atomique. Donc, ils veulent détruire l'esprit de résistance chez les Palestiniens. La deuxième chose... Rapidement, Mme Michel. Oui. La deuxième chose, c'est de dire que, à l'avenir, voilà comment les choses se présentent. En fonction de ça, dans l'esprit des Israéliens, ils sont dans l'après-Netanyahou, dans l'après-guerre, et ils veulent préparer la prochaine étape dans les meilleures conditions. Merci, M. Abed Chalef. On arrive à la fin. Merci pour vos analyses et vos éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous pour l'Échiquier International. Nouveau numéro demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une bonne soirée. À demain.